réorganisation des interprofessions anacarde et soja en vue de l'établissement d'accords cadres avec l'État. Depuis ces dernières campagnes agricoles, grâce au soutien de l'État, la production d'anacarde et de soja est en constante augmentation, aussi bien que les exportations qui en découlent. Ces filières sont portées par des familles d'acteurs réunis en interprofession pour l'anacarde, qui, quoique ne remplissant pas toutes les conditions de représentativité au sens de la réglementation en vigueur, fournissent une importante quantité de ces deux produits sur le marché. S'agissant du soja en particulier, les acteurs ne sont pas encore en interprofession, mais les producteurs sont organisés au sein de l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja du Bénin, représentées dans 50 communes sur les 77. L'ambition du gouvernement est de favoriser la transformation de la totalité de la production nationale de cajou et du soja sur place dans nos usines pour plus de valeur ajoutée. Dès lors, il s'agira d'œuvrer à la performance globale de ces deux filières avec pour retombée, entre autres, l'amélioration des prix aux producteurs. Ceci nécessite d'une part l'établissement d'accords interprofessionnels directs entre les familles de producteurs et des transformateurs, les porteurs de risques prépondérants au sein de la filière et, d'autre part, par la signature des accords cadres avec l'État pour les deux interprofessions restructurées. C'est à cette fin que leur réorganisation est planifiée pour être exécutée par la Chambre nationale d'agriculture qui mettra en place un comité national d'orientation et un comité technique de mise en œuvre du processus de restructuration. En point 2, compte rendu de la tournée nationale gouvernementale de reddition de comptes aux populations sur la mise en œuvre du PAG 2021-2026. Organisée du 25 mai au 8 juin 2024 dans nos 77 communes, la dite tournée a permis, d'une part, de présenter et d'expliquer aux diverses couches de la population les actions phares mises en œuvre par le gouvernement ainsi que les progrès réalisés dans tous les domaines. Elle a donné l'occasion, d'autre part, d'expliquer la rationalité qui justifie certains choix opérés, d'expliciter les difficultés rencontrées, d'annoncer les perspectives, mais aussi et surtout de recueillir les perceptions des populations et leurs préoccupations. Des rapports produits par les différentes délégations, il se dégage que cet exercice de reddition de comptes a été largement apprécié et sa réédition vivement souhaitée. De façon générale, les populations ont exprimé leur satisfaction quant aux actions et réformes opérées en si peu de temps, notamment dans les domaines tels que les cantines scolaires, l'accès au microcrédit, l'autonomisation des femmes, l'accès à l'eau potable, la situation des aspirants au métier d'enseignant, la construction d'établissements scolaires, la gestion de la sécurité, l'accès à l'électricité, l'asphaltage, l'assainissement et la voirie urbaine, les infrastructures routières, marchandes et sportives. Aussi, ont-elles désiré une intensification des dites actions afin qu'elles génèrent encore plus d'impact au niveau communal et à l'échelle nationale. Prenant acte des préoccupations générales ou spécifiques ainsi exprimées, le Conseil s'est prononcé en faveur de l'accélération de leur prise en charge selon une programmation pertinente. Oui, effectivement, nous avons démarré une tournée dans les médias. Nous avons organisé une série de monitoring et nous avons donc essayé, à partir de l'observation des médias, de faire de la restitution, d'aller vers nos confrères pour échanger avec eux sur les questions éthiques et déontologiques, voir un peu comment est-ce que nous faisons la pratique, comment est-ce que nous sommes attachés à nos valeurs professionnelles, comment est-ce que nous sommes attachés aux règles que nous nous sommes fixées nous-mêmes. Et vous voyez, nous avons rappelé aux confrères qu'il est important d'éviter les discours haineux, d'éviter non seulement de les produire, mais de les relayer. D'éviter les propos injurieux dans l'espace public de plus en plus. Vous avez des injures, vous avez des confrères qui s'adonnent à ces genres de discours, à la promotion donc d'une certaine violence dans le langage. Et donc l'ODEM est venu rappeler qu'il est important
de recadrer ces choses-là, de travailler pour un vivre ensemble collectif, pour la cohésion et la paix sociale. Et notre message ici également a été donc d'encourager les confrères de travailler, d'encourager donc tous ces confrères qui travaillent véritablement à honorer le métier. Parce que nous avons une profession qui est noble et de plus en plus galvaudée malheureusement. Et le travail de l'Observatoire est donc d'attirer l'attention de tous ceux qui travaillent dans l'espace médiatique pour qu'ils se rappellent que l'éthique professionnelle est une règle d'or dans notre métier et que nous devons nous attacher à la vertu et au professionnalisme pour aller de l'avant et conduire vraiment contribuer par notre travail à l'enracinement de la démocratie, à l'expression donc de la liberté et à l'expression aussi du savoir-faire, du savoir-vivre ensemble. Nous sommes très bien accueillis. Je remarque que les confrères ils sont très regardants également sur les procédures qui existent et comment est-ce qu'ils s'appliquent fondamentalement à travailler pour donc honorer la presse. Nous nous engageons, nous au niveau de l'Observatoire, à encourager, à sensibiliser, mais aussi à sanctionner quand il faut pour dire le métier a des règles. Et notre objectif, c'est de rappeler aux dirigeants que la presse est un pouvoir et la presse travaille pour le développement de ce pays. La presse a toute sa place. Et donc, il faut forcément que les pouvoirs publics puissent accompagner cette dynamique-là pour que le développement soit une réalité chez nous, avec le concours d'une presse de qualité. J'ai remarqué que la rédaction de Cap FM est une rédaction inclusive qui travaille avec un malvoyant qui est totalement intégré à la rédaction. C'est un élément très motivant que nous avons salué. Et donc, vous voyez, le handicap n'est pas un frein au métier de journalisme. C'est heureux de voir qu'en situation réelle, les gens travaillent ici malgré ce handicap. Et nous avons salué l'administration de Cap FM pour vraiment ce regard inclusif, pour ce cœur aimant qui donne à tout le monde une chance d'exister et de travailler. Et c'est ce que nous voulons, que la presse soit non seulement un exemple, mais également soit le moteur qui conduise la démocratie béninoise vers des horizons nouveaux. Un bon bâtisseur, il a rapidement mis en route avec son gouvernement le chantier Bénin révélé qu'il continue de déployer avec méthode, assurance et rigueur. Peu de temps passé et nous voici face à des résultats probants. Figurez-vous, dans un passé récent, pour faire le passeport, tu es obligé d'aller dans ta commune chercher la souche de ton acte de naissance. Tu peux aller et puis on dit, bon, ok, celui qui s'en occupe, il est en mission à Cotonou. Qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? Mais tout ça maintenant c'est fini, c'est du passé, c'est derrière nous. Ou encore, on vous gruge, on vous demande des primes de lait pour pouvoir aller fouiller les choses. C'est qu'effectivement maintenant, je crois qu'un des axes du président Talon, c'est le tourisme. Et parmi les choses qu'on ne voit pas au niveau du tourisme, c'est l'obtention du visa. Je peux vous garantir que l'obtention du visa se fait maintenant en 30 minutes. Vous avez votre visa. Je trouve ça exceptionnel. La population avait soif de cette reddition de comptes. Tout le monde ne savait pas tout ce qui se faisait. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ceux qui ont bénéficié même des efforts du gouvernement, ont témoigné. Et mieux, la population a beaucoup apprécié tout ce qui est fait jusque-là. C'est vrai, la population a toujours des doléances, ça ne finit jamais. Elle a exprimé aussi ces doléances qui sont vraiment justes. Le projet Arche, la carte biométrique, vous avez entendu le témoignage émouvant de cette dame, mère de jumeaux, qui a perdu dans l'ignorance un de ses enfants, mais qui après tout a pu sauver son second enfant avec la carte Arche. Les PH, personnes handicapées, les personnes de troisième âge, eux tous, ils ont pu témoigner de tout ce que le gouvernement leur fait. Au-delà des prérogatives qui nous sont concédées au niveau du centre de promotion sociale, nous les accompagnons, nous les orientons. Parfois même, la responsable CPS les prend sur moto, traverse tout ce que vous voyez là pour aller vers les services sociaux adaptés à leurs préoccupations. Et donc, Agégué n'est pas une commune passée à l'oubliette. Bien au contraire, c'est des communes comme celle des Agégué, c'est ces communes-là qui constituent d'ailleurs même la priorité de nos réflexions. Nous avons beaucoup de sites touristiques.
communiqué complet. Parmi nous, du Bénin, nous sommes l'Inde du Bénin. C'est très important. Le Bénin avait fermé parce que la communauté avait décidé. Maintenant que la communauté a décidé d'ouvrir, aussitôt le Bénin a ouvert. Si elle est restée fermée, c'est parce que le côté nigérien est fermé. Le côté béninois est ouvert. Il appartient aux Nigériens d'ouvrir leur côté pour que les hommes et les biens puissent passer sans problème, comme par le passé. Ce que le gouvernement béninois n'a pas compris. Mais pourquoi garder la voie terrestre fermée et passer par la voie fluviale? Si vous êtes convaincus que vos populations ne peuvent pas s'empêcher de venir au Bénin, ouvrez la frontière terrestre pour que les choses se passent normalement comme par le passé. Et c'est suite à cette incompréhension que le gouvernement béninois a décidé de fermer la voie fluviale, avec tout ce que cela entraîne aujourd'hui, comme manque à gagner pour les populations qui sont de part et d'autre de la frontière. Et ce qu'on nous reproche, c'est qu'au Bénin seraient installées des bases françaises. Nous avons demandé à nos frères du Niger de venir au Bénin nous indiquer là où se trouvent ces bases. Autour de nos frontières, nous avons construit des infrastructures pour abriter nos militaires et nos policiers qui sont en train de lutter contre le terrorisme qui nous vient des pays environnants. Ces infrastructures sont d'une qualité qui est telle que lorsque vous les voyez, vous pouvez penser que c'est construit pour des forces étrangères. Mais non, c'est construit pour des Béninois. C'est le standard de notre gouvernement. Aucun pays n'a choisi ses voisins. Nous sommes tenus de nous faire les concessions qui s'imposent et le Bénin est prêt à collaborer. Je ne peux pas vouloir transporter des marchandises, des vivres achetés ici au marché de Malanville que je veuille emmener à Karimama. Par la route normale, on n'est pas au fleuve Niger, on n'est pas au pont pour vouloir traverser et que cela soit arraché. Non, ce n'est pas l'esprit de mes écoles. Nous avons demandé que le contrôle soit fait à la frontière. Et nous avons une frontière naturelle qui ne trompe pas. C'est le fleuve Niger. Les citoyens doivent circuler, les biens doivent circuler. Mais ceux qui veulent traverser le fleuve, vous arrêtez. C'est l'instruction qui a été donnée. Et nous allons rencontrer les responsables des forces de sécurité. Nous allons leur rappeler l'instruction qui a été donnée par le gouvernement. Première visite en France pour le président sénégalais. 3 mois après son élection à la tête du pays et après avoir accordé ses premiers déplacements à ses voisins sur le continent africain, Bassirou Diomaye Faye est arrivé dans la capitale française, invité dans le cadre du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Une journée au cours de laquelle il va aussi rencontrer le président français Emmanuel Macron. Selon les observateurs, ce premier échange entre les deux chefs de l'État devrait porter sur les accords commerciaux, le franc CFA, ou encore la présence militaire française au Sénégal, qui est de plus en plus décriée. Des sujets cruciaux pour l'ex-secrétaire général du PASTEF. Depuis sa création, le parti qui revendique son panafricanisme se montre très critique à l'égard de l'influence française dans le pays et de la monnaie nationale, le franc CFA, considéré comme un frein au développement de l'économie nationale. Avec son premier ministre Ousmane Sonko, le nouveau président sénégalais veut s'inscrire dans la rupture de ce qui a été fait auparavant en termes de collaboration entre la France et le Sénégal. Il déclare vouloir construire des relations basées sur le respect mutuel. Un risque d'augmentation des violences ethniques au Soudan, c'est la mise en garde faite ce mercredi par l'ONU. Selon l'adjointe du secrétaire général à l'Afrique, des mesures doivent enrayer la guerre qui paralyse le pays. Sans action rapide, le Soudan risque d'être plongé dans plus de violences ethniques et de se fragmenter encore davantage. Le risque de propagation du conflit reste élevé. La semaine dernière, les Nations Unies ont demandé l'arrêt immédiat des combats dans la région du Darfour, située dans l'ouest du pays. Nous sommes dans une course contre la montre pour éviter une perte massive des vies dans cette crise de protection des civils et de sécurité alimentaire sans précédent au Soudan. Le représentant du Soudan à l'ONU a rappelé l'engagement des autorités à protéger les civils. Nous soulignons que le gouvernement soudanais est engagé dans le droit humanitaire international, y compris par le biais des opérations militaires. Les forces armées soudanaises respectent les règles d'engagement qui donnent la priorité à la protection des civils et au non-ciblage de leurs biens ou des infrastructures civiles.
Par conséquent, les forces armées soudanaises ont émis des avertissements sur les réseaux sociaux pour que les citoyens quittent les zones sous contrôle des rebelles, car elles seraient considérées comme des cibles légitimes. Depuis avril 2023, le Soudan est ravagé par une guerre meurtrière entre le général Al-Bourhan et son ancien adjoint, le général Daglo. Malgré un appel à cesser le feu, le conflit a causé la mort de près de 15 000 personnes et provoqué des millions de déplacés. Une visite sur les lieux du drame pour constater les faits et rendre hommage aux victimes. Le président du Tchad, Mahamat Déby Itno, s'est rendu sur le site de l'explosion qui a fait 9 morts et plus de 40 blessés dans un dépôt de munitions militaires à N'Djamena, la capitale tchadienne. Ça pourrait même être pire. Et nous avons mis en place une équipe d'enquête. Le Tchad, pays de près de 18 millions d'habitants, a été secoué par des troubles politiques avant et après une élection présidentielle controversée qui s'est soldée par la victoire de Déby Itno. Ce dernier avait dirigé le pays en tant que président de transition après la mort de son père en 2021. À mes compatriotes, je veux dire... Après avoir dénoncé des élections truquées, le parti MK de Jacob Zuma rejoindra l'alliance des partis d'opposition au Parlement. Une décision prise suite aux résultats des législatives qui ont vu le Congrès national africain et l'Alliance démocratique former un gouvernement de coalition. Bien que le parti MK et les combattants de la liberté économique aient leurs racines dans l'ANC, ces organisations politiques se sont nettement distinguées en raison des conflits antérieurs au sein du parti qui ont conduit à la formation du MK et de l'EFF. Historiquement, l'ANC dirigée par le président Cyril Ramaphosa et l'Alliance démocratique ont été des rivaux, le parti DA ayant mené l'opposition de 1999 jusqu'aux élections de 2024. Mais coup de théâtre cette année, les deux adversaires se sont unis pour former un gouvernement de coalition, permettant ainsi à Cyril Ramaphosa d'être réélu président de l'Afrique du Sud, après que l'ANC s'est vu perdre la majorité absolue aux élections législatives. Cyril Ramaphosa a prêté serment pour un second mandat à la tête de l'Afrique du Sud, mercredi à Pretoria. Cérémonie solennelle marquant le début d'une nouvelle ère, promise par le président réélu vendredi par le nouveau Parlement. Les électeurs sud-africains n'ont pas donné à un seul parti le mandat de gouverner seul notre pays. Ils nous ont demandé de travailler ensemble pour remédier à leurs difficultés et réaliser leurs aspirations. Ils ont également exprimé sans équivoque leur déception et leur désapprobation quant à nos performances dans certains domaines où nous les avons déçus. Pour la première fois de son histoire, l'Afrique du Sud sera dirigée par une coalition de partis politiques que le président appelle gouvernement de l'unité nationale. Nous devons rejeter toute tentative visant à nous diviser ou à nous distraire, à semer le doute ou le cynisme, ou à nous monter les uns contre les autres. Ceux qui cherchent à nous barrer la route, ceux qui cherchent à attiser les tensions, ne réussiront pas. Des chefs d'État africains anciens et actuels, ainsi que des diplomates ont assisté à la cérémonie d'investiture à l'Union Building, le siège de la présidence sud-africaine. En Arabie Saoudite, les intenses températures ont fait des centaines de morts parmi les pèlerins du Hajj cette année. C'est ce qu'ont indiqué les autorités ce mercredi, alors que de nombreuses familles tentaient de réclamer les corps de leurs proches.
Plus de 2760 pèlerins ont souffert de la chaleur intense. 14 Jordaniens ont perdu la vie lors de la première journée de lapidation. Des équipes médicales et des forces de sécurité étaient sur place pour fournir les premiers soins. La plupart des rituels du Hajj se déroulent en plein air et sur des distances considérables à parcourir entre les sites. Pour gérer la chaleur intense, les autorités saoudiennes ont mis en place des stations de rafraîchissement, des tentes médicales et des stations d'hydration. Les autorités saoudiennes n'ont pas fait de commentaires sur le nombre de morts, estimé à au moins 550. Plus de 1,83 million de musulmans ont effectué le Hajj en 2024. Unis face aux forces occidentales. La Russie et la Corée du Nord veulent étendre leur coopération économique et militaire. Vladimir Poutine et son homologue nord-coréen Kim Jong-un ont abordé ce sujet lors de la visite officielle de 2 jours du président russe en Corée du Nord. Ensemble, les 2 dirigeants devraient se pencher sur la signature d'un nouvel accord de coopération. Pour l'occasion, le président russe a fait le déplacement avec plusieurs membres de son gouvernement et parmi eux, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Le rapprochement entre les 2 pays n'est pas anodin. La Russie et la Corée du Nord sont sous le coup de sanctions internationales. Du côté des pays occidentaux, ce nouveau rapprochement inquiète. Les États-Unis et leurs alliés, qui accusaient déjà la Corée du Nord de fournir des munitions et des missiles à la Russie, craignent que cette visite conduise à de nouvelles livraisons. À noter qu'il s'agit de la 2e rencontre entre les 2 hommes en un an et de la première visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord depuis 24 ans. Après cette visite, le président russe poursuivra sa mini-tournée asiatique et se rendra au Vietnam. Sur cette plage du nord de la France, ces réfugiés tentent l'impossible, rejoindre l'Angleterre en traversant la Manche à la nage. Pour ces hommes, femmes et enfants kurdes venus d'Irak et d'Iran, cette traversée représentait la dernière étape avant le début d'une nouvelle vie. Les violences se font de plus en plus proches des côtes parce que les personnes vont se précipiter pour échapper aux forces de l'ordre. Donc elles vont pas bien gonfler les bateaux, elles vont surcharger les embarcations pour essayer de partir au plus vite ou partir du coup de plus au sud. Ces derniers mois, les plages du nord de la France sont devenues les points de rencontre des passeurs et des migrants. La police y multiplie les interventions. Parfois, il y en a qui ont été refusés dans plein de pays européens et qui savent très bien qu'en France, avec la politique de Dublin notamment, ils ne pourront pas demander l'asile. Et du coup, c'est un peu le dernier espoir. Ils n'ont pas d'autre choix que d'aller en Angleterre. L'Angleterre comme Eldorado pour fuir aussi la xénophobie croissante et le traitement hostile des migrants. Même si le gouvernement britannique commence à durcir ses règles en termes d'immigration, certains d'entre eux, ayant de la famille ou des amis au Royaume-Uni, estiment pouvoir y trouver plus d'opportunités en termes de logement, d'emploi et d'accès à l'éducation. Je suis une bonne personne, je le sais. Je peux être un bon médecin ou faire autre chose. J'ai beaucoup à donner. Je suis quelqu'un de bien, alors quel est le problème ? Si je reste ici, je risque de rester toute ma vie comme ça. Peut-être qu'ils finiront par détruire ma vie. Selon le ministère britannique de l'Intérieur, environ 10 500 personnes ont rejoint l'Angleterre à bord de petites embarcations au cours des 5 premiers mois de l'année.